Denis Oliven, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le président du directoire du groupe Lagardère Active. Il y a de la presse, il y a de la radio, on en parlera. Il y a aussi de la production audiovisuelle. Aujourd'hui, c'est la presse qui nous intéresse beaucoup. Le magazine Elle est en ébullition. Vous venez de débarquer la rédactrice en chef qui était là depuis 10 ans, Valérie Toragnan, et vous la remplacez par Françoise Marie Santucci. Pourquoi ce mouvement qui s'est mal passé avec la rédaction? Il y a eu une motion de défiance. Comment est-ce que vous gérez ça? Je vais revenir sur tout ça, mais je voudrais vous donner le contexte. On est un groupe de presse très important. On est le premier éditeur de magazine en France. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait une fatalité à la défaite de la presse, si et seulement si elle est capable de se réinventer. Et c'est ce processus dans lequel nous sommes engagés depuis un an. Ça veut dire quoi en 4 mots? Oui. On a concentré notre portefeuille de titres sur les 10 plus gros titres. Vous avez vendu tout le reste 10 titres l'année dernière. On nous avait d'ailleurs dit impossible, vous n'allez pas les vendre, ça va être un drame social. On les a vendus, ça s'est passé dans le calme et la négociation. Bon, et sur les 10 titres, il y a Elle et Elle est en ébullition. Pourquoi? Laissez-moi aller au bout, et je vais vous répondre. Deuxième chose, réorganiser cet univers. Il y avait la grande organisation de la presse, la grande organisation de la région en silo, la grande organisation du numérique. On l'a mis en horizontal, on a mis des start-up, dont l'une d'entre elles est l'univers du féminin haut de gamme. Oui. Et le patron de cette start-up, Constance Benquet en l'occurrence, a tous les leviers. Elle a l'édition, elle a la publicité, elle a la technologie. Pourquoi? C'est pour être plus agile, plus rapide. Troisième chose, la rénovation des contenus, cap sur les contenus, parce que tout part des contenus et tout revient au contenu. Si on n'est pas capable de renouveler notre offre de contenu, de réamorcer... Concrètement, ça veut dire que Valérie Toragnan avait fait son temps, elle n'était plus capable de réinventer? Alors Valérie Toragnan est une grande dame de la presse. Elle est la patronne de Elle depuis 10 ans. Elle a, pendant ces 10 ans, fait un truc fantastique. Elle est de très très loin le leader de sa catégorie. C'est 350 000 numéros vendus chaque semaine. C'est 2 millions de lectrices ou de lecteurs. Ça a baissé. Oui, mais elle est de très... Et si on regarde l'ensemble des points de contact... Pourquoi vous la changez? Parce qu'il faut rentrer dans un nouveau cycle. Quand vous regardez l'histoire du Elle, il y a eu un cycle Giroud qui a duré à peu près 10 ans. Il y a eu un cycle de Machy qui a duré à peu près 10 ans. Il y a eu un cycle Anne-Marie Perrier qui a duré à peu près 10 ans. Et il y a eu un cycle remarquable Valérie Toragnan qui a duré 10 ans. Mais c'est très difficile. Valérie a réinventé le Elle il y a 10 ans. Mais c'est très difficile de réinventer ce qu'on a déjà inventé. Ça va être quoi le nouveau Elle? Voilà, il faut franchir une nouvelle étape. On a fait appel à une jeune femme, Françoise Marie Santucci, qui vient de Next, qui vient de Libé, qui est une journaliste à la fois de magazine et de mode, pour qu'il y ait un regard neuf avec les équipes de Elle. Tout à l'heure, vous avez dit il y a une ébullition à Elle. Moi, je dis aux équipes que je leur votais une motion de confiance pleine et entière. Ah, vous votez vous-même? Oui, je leur ai voté une motion de confiance. C'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, elles ont accueilli avec des applaudissements Françoise Marie Santucci quand elle est arrivée hier. Non, mais juste... Qu'est-ce qu'il faut réinventer sur Elle? On a l'impression qu'il y a quand même moins de choses à lire. Il y a deux choses à faire. Je disais tout à l'heure, cap sur les contenus. Donc il faut faire un Elle+, plus audacieux, plus fou, plus profond aussi, avec plus de contenu, plus proche de ses lectrices, plus amusant, plus bienveillant, plus généreux. Donc c'est pas contre le Elle qui vient des 10 ans qui viennent de s'écouler. C'est franchir une nouvelle étape. Et c'est ça... Plus moderne, disons. Voilà, c'est ça le plus raccord avec son temps. Voilà. Vous avez des mots très durs. Il y a un deuxième élément qui est très important, c'est faire un Elle à 360 degrés. L'une des révolutions qu'on va conduire, pas seulement chez Elle dans notre groupe, désormais, vous aurez une rédaction, un seul contenu, une seule plateforme technologique. Et une déclinaison sur le web. Parce que pas seulement sur le web, sur la presse, sur l'ordinateur, sur le téléphone portable, sur les tablettes, sur les réseaux sociaux et même en physique. Par exemple, Elle a inventé un truc qui s'appelle Elle Active, qui est un forum annuel sur le travail. On va le faire dans toute la France. C'est ça, les journalistes de Libé, quand ils étaient en crise, avaient écrit « Nous sommes un journal ». Oui. Ils auraient dû dire « Nous sommes des journalistes ». Nous sommes des journalistes et nous nous exprimons sur différents supports. C'est ça que Françoise Marie va faire. D'accord. Vous avez des mots très durs. Vous avez dit le navire coule. C'est vrai que les ventes sont en chute de 14% sur l'année, ce qui est quand même beaucoup. Et que le site web, excusez-moi, il est scotché à 2 millions de visiteurs uniques. Pour une marque aussi importante,
Il y a le feu chez elle. Non, d'abord, je n'ai pas du tout dit le navire qui coule. C'est une mauvaise interprétation de mes propos. Si je l'ai dit, ça n'était pas à propos du Elle. Je ne pense pas que Elle soit un navire qui coule. Je pense que Elle est un vaisseau de course qui est très très bon en haute mer. Ouais. D'accord. Mais simplement, non, aujourd'hui, oui, bien sûr, il a baissé parce que toute la presse a baissé. Il baisse plutôt moins. Toute la presse magazine féminine a baissé. Il baisse plutôt moins que ses concurrents. Et je pense surtout que cette baisse est relative, et je pense surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'en réamorçant la pompe un peu plus fortement avec les contenus du journal et avec le numérique... Vous pensez que ça peut repartir? Mais je suis sûr que ça va repartir. Dans la branche presse toujours, ça bruise de toutes parts. Bruno Jeudi, qui était le rédacteur, qui est toujours le rédacteur en chef du JDD, est prié d'aller chez Paris Match pour mettre à sa place Dominique de Montvalon. Pourquoi? Vous préparez les élections de 2017? Pas du tout. Je viens de dire que l'un des éléments essentiels de la rénovation de la presse, c'est cap sur les contenus. Donc Paris Match, avec Olivier Royan et toute l'équipe de rédaction, fait cette année un parcours fantastique. Ils ont fait des très beaux scoops. Ils sont en croissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont repensé leur couverture, parce qu'ils ont repensé leur maquette, parce qu'ils ont remis du contenu à fond. Ils ont fait des coups, des scoops fantastiques. Ouais. Et on s'aperçoit que les news magazines sont en difficulté. Donc il y a des lecteurs qui se désintéressent des news magazines. Nous, on pense qu'on peut en séduire un certain nombre, mais il faut que notre offre leur convienne. Non, mais il faut que, par exemple, sur la politique et l'économie, on soit plus puissant qu'on ne l'était. Donc j'ai cherché au sein du groupe quel était le patron des pages économiques et politiques le plus brillant de notre presse écrite. C'était Bruno Jeudi. Donc c'est une promotion? Oui, quand vous passez dans le JDD, c'est 170 000 acheteurs par semaine, ce qui est très bien, c'est un grand journal. Ouais. Paris Match, c'est plutôt 650 000 exemplaires. Donc il faut qu'on renforce nos points forts. Et je pense que Match, qui est déjà sur une courbe très forte, peut encore améliorer son offre et peut aller chercher des lecteurs qui préféraient lire les news magazines et qui pourront le lire aujourd'hui. Bon, alors, pour être très clair sur l'avenir de la presse, parce que vous avez vendu la partie internationale, qui était un gros pilier, vous avez dit une dizaine de titres, les 10 titres qui restent, ils vont rester longtemps chez Lagardère ou ils vont être finalement vendus, comme tout le monde le pressent? On est dans une stratégie de transformation. Je crois qu'il faut qu'on comprenne, c'est l'expression titre qui m'interpelle. En fait, on a des contenus, et ces titres, si vous imaginez que titre, c'est presse papier, il faut qu'on sorte de cette façon de voir les choses. Le papier n'est qu'un des éléments de notre offre de contenu. Quand je reviens sur le L, que je vous disais tout à l'heure, c'est 2 millions de lecteurs, mais c'est 9 millions de consommateurs sur différents supports. Et donc, notre objectif à nous, c'est de basculer de l'univers de la presse papier et des titres de presse papier à l'univers nouveau d'une offre. Vous ne répondez pas à la question. Est-ce que ça va rester ou est-ce que ça va on est engagé dans une stratégie de développement. Donc ça va rester. Oui, parce que je pense que si on est capable de sortir simplement du offline et d'avoir une offre 360, on est capable de satisfaire l'attente qui est très grande des consommateurs de contenu, d'information et de divertissement. Et on a, par la qualité de nos journalistes, par le retentissement de nos titres, par notre histoire, on a la capacité à être des acteurs majeurs de ce secteur. Lagardère Active, c'est aussi la radio chez vous, c'est Europe 1, vous avez fait une rentrée, j'allais dire, offensive. Et alors, est-ce que vous avez déjà les premiers prémices à une espèce de bilan du match entre Cyril Hanouna, que vous avez mis l'après-midi, et Laurent Ruquier, qui était chez Europe et qui est passé chez RTL? Non, vous savez que les systèmes de recueil d'audience de la radio, c'est tous les 2 mois. Ouais. Mais en revanche, on a une oreille. Et ce qu'on sait, c'est qu'on a fait l'an dernier. D'abord, on a fait l'an dernier. Tout le monde dit que Laurent Ruquier s'adapte très bien à RTL et que Hanouna a eu un peu plus de mal. Ouais, tout le monde a-t-il raison. Ouais. Moi, ce que j'observe, c'est que l'an dernier, on a touché les fruits de notre effort de repositionnement d'Europe 1, qu'on a fait la plus forte progression des radios généralistes, qu'on a fait encore une très belle saison cet été. Notre écart avec RTL et France Inter est au plus réduit qu'il n'a jamais été. Et à l'oreille, cette grille de cette année, qui est dans la continuité de celle de l'an dernier, puisque en dehors d'Alessandra Sublet le dimanche, tous nos animateurs de tranche étaient déjà là l'an dernier, même s'ils n'étaient pas au même endroit. Donc je pense que le choix qu'on a fait, c'est-à-dire une radio exigeante sans être élitiste, et une radio populaire sans être populiste, et une radio moderne, qui a un temps d'avance, c'est notre slogan, 100 ans
pour les auditeurs et les séduit. Pour Hanouna, ouais. Je vous réponds sur Hanouna et Ruquier, oui c'est un match, mais c'est pas un match qui va se jouer en une saison. Ruquier, il n'a pas mis une saison pour s'installer. Et donc moi j'ai toute confiance dans la capacité de Cyril, même si ça prend du temps, et on a dit dès le départ que ça pouvait prendre du temps, à s'installer et à gagner ce match. Alors effectivement, comme vous dites, quand on écoute Europe 1, on sent qu'il y a une espèce de volonté de positionner la radio sur le haut de gamme. Vous avez interviewé Poutine, Sarkozy, Matteo Renzi, Frédéric Tadei, et là le soir avec son magazine culturel. À l'heure où les Français, on l'a vu sur les 2 dernières vagues d'audience, là où les Français rejettent un peu les radios généralistes, vous n'avez pas l'impression d'être trop élitiste, d'être trop parisiano-parisien? Mais d'abord, on n'est pas élitiste. Je vous ai dit exigeant sans être élitiste. C'est-à-dire... Ça, c'est un slogan. Non, ce n'est pas un slogan. Je ne crois pas qu'il faille qu'on renonce à faire une audience à partir de contenus de qualité. Et nos résultats de l'an dernier et de cet été montrent qu'on peut être populaire et exigeant. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Donc oui, les auditeurs qui écoutent Europe 1, et ils ne sont pas spécialement parisiens, ce n'est pas une antenne réservée aux Parisiens ni à l'élite, les auditeurs qui écoutent Europe 1 écoutent des contenus agréables à écouter, avec de l'humour, un ton moderne, mais en même temps exigeant. Et je crois que c'est une attente des auditeurs. Mais on le voit, et des journaux aussi d'ailleurs. On le sent, il y a cette dispute qu'on entend quasiment tous les matins entre Canteloup et Bourdin sur RMC. Et on a l'impression que Europe 1 se positionne en média, j'allais dire, bien élevé, et qu'il brocarde RMC, qui elle aussi a le vent en poupe et qui est une radio beaucoup plus populaire. C'est pas dangereux de jouer ce jeu-là? Je crois que ça prouve surtout que Europe 1 a de l'humour et que RMC en a moins, parce que Canteloup se moque de tout le monde. Canteloup se moque du président de la République, Canteloup se moque du pape, Canteloup se moque d'Arnaud Lagardère, Canteloup se moque de moi, Canteloup se moque de tout le monde. Et personne, tout le monde en rit. Et les seuls que ça choque, c'est RMC. Moi, je suis même étonné que... et vous l'avez demandé, qu'un média qui devrait arrêter ou pas? Mais ça va certainement pas. Au contraire, il y a une tradition provocatrice et insolente d'Europe 1 qu'on cultive. Mais ce qui m'épate, c'est que les seuls qui exigent que ça s'arrête, alors c'est un groupe de médias, alors qu'ils devraient être les premiers défenseurs de la liberté d'expression et de la liberté d'en rire. Donc voilà, non, c'est juste que ça prouve que le ton des RMC n'est pas à l'humour. RMC n'a pas d'humour. Ok. En l'occurrence, pas, voilà, donc par ailleurs ils ont un tas de qualités, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais je les invite à rire. Vous avez mis Morandi 3h le matin, c'est trop? Je crois pas, parce que ça c'est un petit changement dans notre ADN. 3 heures, il va pas tenir. Quand vous disiez tout à l'heure élitiste, non, et moi je vous ai dit non, populaire, sans être populiste. Populaire, donc on a voulu faire plus de place à nos auditeurs au sein de la station, ce qui n'est pas une tradition d'Europe 1. Et l'endroit où ça se passe principalement, c'est chez Jean-Marc Morandini. D'abord, il a une émission de 3 heures, mais en trois séquences. D'abord, les médias, l'actualité ou la société et le bien-être, la santé. Et à chaque fois, il passe ses invités au crible de nos auditeurs, de leurs questions, de leurs interrogations, de leurs observations. Ce qui ne veut pas dire qu'on les prend au pied de la lettre, parce qu'on discute entre des experts et les auditeurs. Mais c'est vrai que c'est une tranche de 3 heures dans laquelle, avec Wendy Bouchard ensuite et son public, dans lesquelles nos auditeurs ont la parole. Et c'est très important. On voit bien dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, Wikipédia, les réseaux sociaux, les forums, qu'on ne peut plus faire des médias qui surplombent leur public. Il faut qu'on coproduise d'une certaine manière avec notre public nos programmes, et c'est ce qu'on fait avec Jean-Marc Morandini. Dernier pilier de Lagardère Active, c'est la production audiovisuelle. Lagardère Entertainment, c'est le premier producteur français. Mais là, vous avez été doublé par un tout petit producteur, enfin assez connu, Pascal Breton, qui vient de signer avec Netflix pour une série sur Marseille. Est-ce que vous allez enfin signer avec Netflix? Mais d'abord, je pense que Netflix, qui souhaitait entrer sur le marché français sans apparaître comme le monstre américain qui allait écraser tout le monde, a voulu le prouver en signant avec un producteur indépendant plutôt qu'avec un des acteurs majeurs. Et vous avez été vexé?
Non, mais ils ne courent pas un sprint, ils courent un marathon, ils sont là pour longtemps et nous on se félicite si ça ne casse pas le système de régulation français, on se félicite du fait qu'il y a un nouveau client. Donc ils sont là pour longtemps, on est bien installé dans notre position de leader et donc il est évident que dans les mois... Donc vous allez signer et vous allez signer... On va travailler avec eux. Ouais, une sûr. série quoi non, en costume comme les Borgia ou une série sur les ch'tis Notre inventivité est sans limite, donc on signera la série qui les amuse et nous amuse aussi. Et c'est pour quand ? J'en sais rien, il n'y a rien, il n'y a pas de discussion. Vous n'avez pas poussé mais non, ils sont là depuis quelques semaines. D'accord, vous n'avez toujours pas discuté avec eux. Ok. Ça fait quelques années que vous êtes chez Lagardère. Le job de président de France Télévisions, ça vous tente pour 2015 ? Je suis très très bien où je suis. Franchement, j'ai une entreprise qui est passionnante, avec des gens qui sont de très très grande qualité, un actionnaire, un patron, Arnaud Lagardère, avec qui je m'entends bien. Donc là, pourquoi voulez-vous C'est pour Lagardère. Maintenant, pourquoi voulez-vous France Télé. Attendez, je suis là depuis... Vous avez vu les chantiers dont je m'occupe. Quand je suis arrivé, on s'est d'abord occupé de l'audiovisuel et on a redressé assez spectaculairement l'audience d'Europe 1 et de Gulli. Maintenant, je suis concentré sur la révolution de la presse et c'est passionnant. Pourquoi voulez-vous une entreprise passionnante, un patron avec lequel je m'entends parfaitement, des salariés motivés, pourquoi voulez-vous que je sorte de cet univers si intéressant ? C'est non. La réponse est non. Merci Denis Oliven, nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Merci. Merci à vous.